l'auteur, l'examinateur ou l'observateur, bon, et qui prend les choses comme elles sont en tant que données. Les choses. Donc alors que les choses ne peuvent être connues qu'à partir d'un certain nombre d'a priori, qui pour moi sont des a priori fonctionnels, établis sur, j'ai tendance à dire une politique de la psychanalyse, mais bon, on peut dire une éthique qui conduit une politique. Donc, voilà pour la science. Lacan répète qu'une science a besoin d'un objet. Oui, il est chez Althusser, hein, ce sont quand même les discussions du moment. Il faut remettre aussi Lacan en perspective dans l'ensemble des discussions philosophico-politiques de l'époque, hein, de cet avant 68, que Lacan considère après 68, que ça a devancé 68 et qu'il avait déjà un temps d'avance. Bon. Dans la mise en question de l'ontologie, hein, pour moi. Enfin, c'est comme ça qu'il s'en explique dans Radiophonie, hein, je rappelle. Donc ce qui spécifie une science, c'est d'avoir un objet, je passe. Je ne retiens pas l'exigence de Duhem que toute science se réfère à un système unitaire dit système du monde, référence toujours en somme plus ou moins idéaliste, puisque référence aux besoins d'identification. Pour moi, l'idéalisme, c'est déjà cette matérialité, ce réalisme, hein, plus exactement, mais je ne vais pas anticiper sur ce que Emmanuel Brassa dira samedi, sur ce réalisme de l'ontologie, alors que être assuré des choses en dehors de... que les choses soient en dehors de ce qui nous importe d'elles, je pense que c'est idéaliste. Je ne suis pas sûr que Méchonic dirait exactement ça, mais je pense aller dans le même sens. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Ce que je viens de dire, c'est que être assuré que les choses existent en dehors de l'intérêt que je leur trouve, c'est idéaliste. C'est parce que je m'implique dans les choses qu'elles gagnent en... On va dire quoi? En matérialisme? En degré-réalité. Elles gagnent en quoi? En réalité, mais ça marche pas. Oui. En réalité, mais il faut voir que ce soit une réalité réaliste. C'est une réalité imprédicative Voilà, dans la mise en continuité. Il faut déjà un discours plus dialectique que 3 phrases. Enfin, quoi qu'en 3 phrases, on peut faire une dialectique. On saisit, on pourrait dire. Comment? On saisit. Ben non, c'est pas saisir, c'est pas... Alors, il faut se mettre d'accord là-dessus. Ils sont des points d'achoppement. Il ne s'agit pas de saisir ce qui serait. Je ne suis pas en train de discuter de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Ça, je fais comme Lacan. Hein. Lacan dit que c'est du non réalisé. Alors là, je saute à quelques pages, sinon séances. Le non réalisé, et il le répète sur plusieurs séances, hein, c'est ce qui est évanouissant surtout, et c'est ce qui vacille dans cette structure. C'est une structure vacillante, on va déjà dire, pour Lacan. Hein. Donc, voilà. J'ai eu à discuter avec Sébastien Rosero de ce que veut dire vacillat, entre vacillement et videment, et vidé. Donc, le vacillement que Lacan utilise au niveau de la fente, et dont on va discuter à propos de la pulsion, puisque tout le concept de... ça c'est le 6 novembre, hein, tout le concept de pulsion comme proprement fonction hypothétique, Freud y insiste, et pour moi en intention, même si ça renvoie, selon Freud, qui est quand même... ça fait partie de cet indiscernable et ce recouvrement pour Freud du somatico-psychique. Lacan renverse ça et dit du dire au corps, le dire dans le dire prend corps. Bon, c'est du symbolique au réel, du réel au symbolique. Et pour moi, le réel implique le symbolique, comme le symbolique implique le réel, c'est réversif, c'est le même schéma. Donc, pour le dire en dehors de ce que mon aspect non hispanisant m'amène à mettre en jeu comme ambigu, parce que peut-être qu'en espagnol c'est pas du tout ambigu, je dis que vaciller, comme Lacan l'utilise dans ce séminaire sur les fondements, et qui correspond à un mode de pulsation entre ouverture et fermeture de la fente. Hein. Ça s'ouvre et ça se ferme, bon, il faut voir.
met en jeu effectivement le vide opératoire, qui est vacillo en espagnol. Mais une fente bordée ou une... Tout ça, on peut en discuter. On peut en discuter. Il n'y a pas besoin d'adhérence, comme dit la topologie. Tu peux avoir un ensemble uniquement ouvert, mais du coup, l'extérieur sera fermé. Mais tu peux avoir un ensemble fermé qui inclut sa limite. Ça joue les choses quelque peu autrement par rapport à l'ouverture de ce qui va l'entourer. Et puis tu peux surtout avoir des structures plus complexes que celle que je suis en train de dire là, qui est quand même assez sphérique, hein, assez simpliste. Mais même, il faut savoir ce qu'est la topologie et la topologie générale. Ou tu le prends en termes de voisinage, parce que là-dessus aussi je me répète. Et je n'ai pas fini de dire les choses auparavant. Donc je reprends des définitions de fond. Où je prends la topologie en termes de voisinage, et un voisinage c'est l'ensemble des points qui entrent en correspondance avec un certain point d'un espace en topologie. Et donc, ce sont les interrelations entre ces points qui définissent le voisinage. Moi, c'est comme ça que je définirais aussi un signifiant. Des signifiants. Les signifiants se définissent par leur voisinage les uns avec les autres. Tant qu'ils interagissent, ils sont dans le même voisinage. Sinon, non. Donc, ils sont dans un voisinage interactif, on va dire. Donc, voilà une première définition qui ramène la topologie au signifiant, le signifiant à la topologie. Parce que je commençais à répondre, et puis après, je m'en vais dans d'autres aspects des choses, et puis j'oublie de répondre véritablement. À la question de Florence Sternbaum, je voulais dire donc que le réel n'était pas premier, ce n'était pas un réel à symboliser, mais que le symbolique faisant partie du réel, je dirais, d'emblée, on implique pour un certain choix de réel. Donc certains choix de symbolique, certains choix de syntaxe, on applique pour tel choix de réel ou tel autre choix de réel. Il y a des réels, des symboliques, et pas seulement au singulier comme Lacan en parle. Il faut à chaque fois préciser de quoi il retourne. Donc, ça nous complique. Et évidemment la vie, comme tout le monde, moi je simplifie en parlant en singulier. À tort. Je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre. Il me semblait qu'il y avait d'autres points qui avaient été soulevés, pour lesquels il ne faut pas confondre. Donc je ne parle pas d'un réel comme, a priori comme étant un réel donné qu'il s'agit de symboliser. Moi je dis que le réel est construit symboliquement parce qu'il s'avère être du coup un sujet qui va le construire pour pouvoir en dépendre, entrer en correspondance avec ce réel. Dans ce réel, il y a l'autre. Oui. Je vais commencer une phrase, la topologie, soit c'est du voisinage. Oui, soit ça s'aborde en termes d'ouvert et de fermé. Et en termes d'ouvert et de fermé, on voit bien que ce qu'on appelle une topologie, c'est à partir d'un certain ensemble. Alors après, les mathématiques vont toujours dire prenons tel ensemble, ou soit un ensemble étant donné. Voilà. Bon. Avec cet ensemble-là, disons, j'essaye de ne pas parler du donné, cet ensemble-là, qui présente en son sein un certain nombre de sous-ensembles, je peux faire un certain choix de sous-ensembles. Une topologie, c'est un certain choix de sous-ensembles parmi lesquels il y aurait le vide et le plein, c'est-à-dire l'ensemble entier, et selon ouvert ou fermé, parce que du coup c'est réversif, soit une intersection 2 à 2 des ensembles, soit une union de l'ensemble, des sous-ensembles, pardon, soit une union de ces sous-ensembles qui rentrent aussi dans la topologie. Donc il y a un certain nombre de contraintes dans les choix de sous-ensembles, mais une topologie c'est juste un choix de sous-ensemble. Après on ne sait plus ce qu'on fait sinon. Après, effectivement, on va donner une figuration de topologie. Donc Lacan ne parle qu'en termes de figuration de topologie, c'est-à-dire d'objets de variété topologique. C'est un peu simple par rapport à ce qui fait le fond de la topologie. Et qui dépend du discours ensembliste. On n'est pas dans le discours des catégories non plus. Donc il faut voir, la topologie fait partie des catégories, bien sûr. Elle est une catégorie parmi d'autres. Mais il n'y a pas que le discours ensembliste. Après, je
suis pas un spécialiste non plus. Ça relativise beaucoup ces données dites scientifiques des mathématiques, qui ne sont que des approches, qui ne sont que des choix. Les mathématiques sont aussi bien éthiques et politiques que n'importe quoi d'autre. Il y a des choix, avec des effets. Reste à savoir comment on s'inscrit en faveur de tel ou tel effet, de tel choix mathématique ou tel choix topologique. Pour être très grossier, si on faisait qu'un choix sphérique en topologie, pour moi, on serait dans une psychose de tous les instants. C'est bien pourquoi, qu'on l'admette ou pas, on fait des choix asphériques. Mais la question du choix est toujours posée. Donc Lacan, par contre, parle dans cette page 13 d'idéalisme pour parler d'identification. Alors, c'est sûr que j'identifie l'ontologie et la récursivité pour ne pas me retrouver avec une ontologie dominante qui éradique la récursivité. C'est aussi ça la raison d'être de ce que, qui plus est, je veux bien reconnaître comme une donnée ontologique, mais qui est en même temps un choix de ma part dans le devenir de cette donnée. Donc je relis Lacan, plus avant. Je ne retiens pas l'exigence de Duhem que toute science se réfère à un système unitaire, dit système du monde, référence toujours en somme plus ou moins idéaliste, puisque référence au besoin d'identification. J'irais même à dire que nous pouvons nous passer du complément transcendant, implicite, dans la position du positiviste, lequel se réfère toujours à une unité dernière de tous les champs. Comment ? C'est super compliqué. Je répète doucement. Non, je comprends ce qu'il dit, c'est pas ça, mais c'est super compliqué dans la référenciation des termes. C'est-à-dire Il n'hésite pas à mélanger de toute façon, je pense aussi. Oui, mais parce qu'il se positionne lui-même, donc c'est compliqué, parce que c'est vachement compliqué. Enfin, mais bon, c'est pas grave. Non, alors ce qui simplifie, si tu veux bien que je prenne mais c'est l'autre aspect des choses, c'est ce qu'il va développer dans la suite de ce séminaire, sur plusieurs séances, c'est l'abéance de la cause. Et la question de la cause et de l'abéance va se trouver là, située au niveau de la faille, on aura aussi à y voir quelque chose. Donc, comme je sais bien que je ne vais pas pouvoir aller suffisamment loin dans ce séminaire aujourd'hui, le 6 novembre, je continuerai sur ce séminaire, et on poursuivra, auquel cas, le 13 sur la lecture de pulsions et avatar des pulsions. Justement sur les questions de renversement dans Freud. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, ce que Lacan appelle l'idéalisme, là, en fait, ce qu'il appelle l'idéalisme, là, c'est pas sans lien avec un réalisme. Bah, toujours. Oui, mais le concept d'objet de réel qu'il emploie est idéaliste au sens de Kant. C'est ça le problème. Mais alors là, c'est pas le même idéalisme, c'est pas un idéalisme, c'est pas le même. Et c'est pas un idéalisme positiviste, ni un idéalisme... Dans ces temps-là, il y a un moment où il reprécise les choses. Enfin bon, dans la suite de la lecture, on voit bien comment il reprécise. Il parle d'un objet au sens, je ne vais pas dire standard, mais au sens de tel objet pour telle science, à voir. Ensuite, il va venir à l'objet A, qui est l'objet de la psychanalyse et qui fait de la psychanalyse une science. Bon. On verra ça. Non, le contrepoint, je dirais, sinon le contre-pied de la citation que j'ai donnée, c'est la béance de la cause et c'est le fait que Lacan précise, page 165 de l'édition Miller, qu'il y a une identité des béances en jeu dans la topologie. C'est que tout ce que j'ai pointé comme trou trouve effectivement un jeu d'identité, mais dans le vidage. Tous les trous ont quelque chose en commun. Les entours donnent une variabilité, évidemment, de ces structures, mais ce ne sont que des entours. Les trous eux-mêmes ont je dirais, une structure commune
qui pour moi est une structure de tissu. Mais je passe du crochet au tricot, j'ai pas de problème. Mais c'est pas la même structure, le crochet et le tricot. Et ce vacillement, il est dû... Ouais, c'est un peu tôt, j'ai eu tort de l'avancer. On va lire plus en détail. Oui, il est dû à la récursivité ou enfin... Oui, à ce qui se conjoint à la récursivité, c'est-à-dire la discordance, et le fait que si on omet de considérer qu'imprédicativité et prédicativité sont en continuité, on va osciller d'imprédicativité à prédicativité et inversement, sans voir justement comment c'est que l'unité de l'imprédicativité et de la prédicativité se fait en termes d'évidement, comme dit Lacan. Et que la vacillation se fait comme un équivalent d'évidement du coup. Là, il faut tenir la gageure de ne pas avoir un objet consistant en main, mais un objet symbolique qui ne vaut que sous des rapports. Plutôt, non, c'est mieux de le dire encore autrement, ça c'est du Marx que je viens de dire. C'est pas un objet qui vaut sous des rapports, ce sont les rapports qui constituent l'objet. Et dans les rapports, les non-rapports. Donc, c'est pour dire que ce que Lacan met en jeu de négatif, ça rentre dans les négations lacaniennes, ça, c'est pas toujours du caca. Le non-rapport, c'est pas un machin à rejeter. La jouissance de l'autre, c'est pas à rejeter, même si je la dis néfaste. Il faut tenir compte du néfaste pour pouvoir passer au faste. C'est freudien en quelque sorte, la jouissance de l'autre. Oui, bah, c'est ce qu'il a. Hein Je pense que dans le moi et le ça, la phrase où Freud, je ne pourrais pas la sortir par cœur, où Freud va à la fois amorcer l'identification comme ce qui s'organise à partir des relations d'objets abandonnés, c'est-à-dire on ressemble à tout ce qu'on a aimé, et le lien à un grand autre qui est donné comme das andere chez Freud, c'est pas du Lacan, c'est du Freud, on revient justement à une question de jouissance, mais je ne sais plus si c'est de Lust ou de Genuss qu'il s'agit, mais bon, il y a peut-être plus d'une phrase là, mais au moins un paragraphe qui lit tout ça. Alors, pour aller dans le sens d'Emmanuel Brassa, après cette phrase compliquée, que je relis quand même pour cette dernière partie, j'irais même à dire que nous pouvons nous passer du complément transcendant implicite dans la position du positiviste, lequel se réfère toujours à une unité dernière de tous les champs. Ça c'est le positivisme. Chez Lacan, c'est une unité dernière de tous les vides. Bon, Lacan poursuit, nous nous en abstrairons d'autant mieux qu'après tout, c'est discutable, et ce peut même être tenu pour faux. Il n'est nullement nécessaire que l'arbre de la science n'ait qu'un seul tronc. Je ne pense pas qu'il en ait beaucoup. Alors là, ça m'importe, ça aussi. Il y en a peut-être sur le modèle du chapitre 1er de la Genèse, deux différents. Non pas du tout que j'attache une importance exceptionnelle à Smith, plus ou moins marquée d'obscurantisme, mais pourquoi n'attendrions-nous pas de la psychanalyse de nous éclairer là-dessus? Donc il y a deux arbres, s'il faut parler de graphes, de modèles de graphes comme ça, dans l'abord scientifique de la psychanalyse. Pour moi, j'entends bien qu'il y a à la fois imprédicativité et prédicativité. Je ne suis pas en train de décrier la réalité, la prédicativité, etc. Mais je les mets en continuité avec l'imprédicativité, avec ce qui échappe. Je mets la conscience en continuité avec l'inconscient. Et pas en opposition stricte. Je reste freudien, je pense. Ça rappelle la phrase de Freud, mais peut-être me trompe, mais il y a deux libidos, mais c'est peut-être la même. Je ne sais plus si c'est libido. C'est joli, ça. C'est libido, hein. C'est libido non, mais c'est à propos aussi de la double inscription. Mais en fait, votre graphe, il est plié, vous le dépliez. Ah oui, là, il est déplié. Sinon, j'ai plus que 4 postes de structure, et ça, je ne veux pas plus de 4 postes de structure. Là, j'en ai 8. C'est juste un dépliage, dépli, déploiement, dépli.
si nous nous en tenons à la notion d'expérience entendue comme le champ d'une praxis, c'est une définition de l'expérience, hein, nous voyons bien qu'elle ne suffit pas à définir une science. En effet, cette définition s'appliquerait très très bien, par exemple, à l'expérience mystique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler praxis? Moi, je suggérerais, que Lacan utilise beaucoup le terme de praxis, hein, et pas de pratique. Bon, pour moi, la praxis, c'est la pratique du templé, comme je l'ai avancé. Hein. Comment on passe de l'éthique à la théorie, ça reste de lacanien, ce que je dis. Comment on passe de l'éthique à la théorie? Oui, c'est-à-dire que la phrase de Lacan dans l'acte de fondation, enfin ce qui précède l'acte de fondation, c'est l'éthique de la psychanalyse, c'est la praxis de sa théorie. Je la répète à l'envie cette phrase parce que ça me précise bien les choses. Ce que nous faisons. Hein. Mais c'est pour ça qu'il s'agit de donner des choix de théorie. Il n'y a pas une théorie univoque de la psychanalyse. Chacun comprend Freud à sa façon. Et les dissentiments sur le freudisme sont nombreux. Donc, alors, est-ce qu'il y a l'éthique avec un grand E contre d'autres machinismes? Je ne sais pas. Il y a sûrement différentes orientations éthiques. Bon, il y a de la morale de la psychanalyse, sûrement. Il y a des valeurs, et il faut discuter des valeurs. Il y a des normes, il faut discuter des normes. Il faut discuter de l'axiologie de la psychanalyse. J'ai oublié les phrases de Lacan là-dessus. Bon. Mais je pense qu'il faut redéfinir tous les termes de la psychanalyse. Hein. On ne peut pas utiliser un terme quelconque sous prétexte qu'il serait freudien, que Lacan l'aurait effectivement retourné dans tous les sens, comme si c'était entendu. C'est jamais entendu. Donc, par rapport aux questions de désir qui viennent juste après, hein, Lacan posant la question de quel est le désir de l'analyste. Après que Diderot, pour parler de chimie, en fait, j'ai pas lu l'opuscule en question, mais pour parler de chimie, ne parle que d'alchimie, et tenant compte du fait que l'alchimiste n'est opératoire qu'en fonction de la pureté de son âme. La pureté de l'âme de l'opérateur était comme telle et de façon dénommée un élément essentiel en l'affaire, dit Lacan, sous la plume de Miller. Alors, que doit-il en être du désir de l'analyste, du désir du physicien, etc. Moi je dis, s'il s'agit d'avancer là-dessus, que le désir correspond à prendre position dans la structure, que le templé soit explicite en termes de topologie. Je le prends à partir de la topologie, mais je admets tout à fait qu'on puisse justement l'aborder conceptuellement, mais c'est plus flou conceptuel, donc ce que Emmanuel t'appelait compliqué, selon les différents abords et les différentes conceptions des termes philosophiques eux-mêmes, et les concepts qui sont derrière. C'est-à-dire, quand on a un templé défini qui semble avoir déjà fait ses preuves, ça à considérer quand même faire ses preuves, on sait comment prendre position dans la structure, ne serait-ce que pour au compte ce templé-là. Donc il y a un désir qui se manifeste à cet égard. Il est sûr que les analysants qui ont fait 2 ou 3 analystes savent très bien comment, ce qu'en définitive on va appeler désir de l'analyste, se présente variablement dans chacune de ces cures. C'est parce que ça n'a pas collé avec des analystes précédents qu'ils en viennent à un énième analyste. Bref, oui. L'éthique, par rapport à ce que vous disiez des néo-kantiens, je pense que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Oui. est-ce que l'éthique ne tire pas vers le transcendantal? Si, pour moi, oui, au sens où... Mais vous savez comment j'ai déjà traduit transcendantal, je l'ai traduit par récursif. C'est la seule façon commode que j'ai trouvé de lire Kant. Et à partir de là, c'est effectivement commode.
C'est comme, je vais leur donner le Merced, hein. C'est comme lire c'est pas la dialectique de l'esprit, c'est comment de Hegel, la philosophie de l'esprit, non. Enfin, mais Non, tu renvoies un titre de moi, je vois une partie. non, le titre. La Phénoménologie. La phénoménologie de l'esprit. Si à la place de conscience de soi, on met inconscient, ça marche. Ça marche très très bien, c'est lisible. Effectivement, Hegel n'a pas fait le saut. Je ne dis pas que Freud l'ait fait, mais une fois qu'on dispose du concept d'inconscient, c'est tout à fait intéressant. Enfin, surtout quand Lacan a bossé à partir de Kojève la phénoménologie de l'esprit. Bon. Donc, page 16. Lacan reprend le séminaire qui lui est resté dans la gorge. Ce que j'avais à dire sur les noms du Père ne visait à rien d'autre, en effet, qu'à mettre en question l'origine, à savoir, c'est une question de fond, je trouve, à savoir par quel privilège le désir de Freud avait pu trouver, dans le champ de l'expérience qu'il désigne comme l'inconscient, la porte d'entrée. Remonter à cette origine est tout à fait essentiel si nous voulons mettre l'analyse sur les pieds. Moi, la porte d'entrée, c'est la refente qui est là, hein. C'est la refente du signifiant. C'est une introduction par le templé. Les deux pieds dont il peut s'agir, hein, marcher sur deux jambes, comme disait Mao. Les deux pieds, c'est, à mon avis, aborder la faille en termes de structure asphérique et considérer sa densification en un point fonctionnel intentionnel. C'est deux modes discursifs différents, je dirais, et qui se conjoignent et qui ne sont, s'il faut dire, une seule chose, mais là, on a toujours un langage qui a intégré l'ontologie, alors je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. Ce sont deux modes du même truc, alors, de la même zare. Donc, toujours sur le désir. Bon, c'est Lacan répond à une question de Michel Thor, puis on parle de Socrate. Le désir n'est pas mis par Socrate en position de subjectivité originelle, mais en position d'objet. Eh bien, c'est aussi du désir comme objet qu'il s'agit chez Freud. Donc ça, c'est à voir. Ça, c'est un Lacan de 64. Je pense qu'il va parler du désir comme fonction. Moi, j'ai du mal à parler du désir comme objet, surtout quand Lacan va parler de l'objet A comme l'objet cause du désir. Bon, il y a une différence entre le désir et l'objet. Je veux bien admettre que le désir est pris, enfin, ça serait à relire dans Freud, ce que Lacan propose, c'est une certaine lecture de Freud. Vérifions. Bon, je ne suis pas sûr de faire le travail de cette année, mais voir si Freud parlait effectivement du désir comme objet. Moi, je pense que... Bon, je ne vais pas m'avancer, je n'ai pas Freud comme ça en tête à ce point-là, mais je pense que le désir est fonctionnel. Enfin, les objets dont je parle sont fonctionnels aussi, alors. Pas tellement loin, tout ça. Donc, deuxième séance, page 22. Mais c'est Lacan qui n'est pas clair avec les objets. Voilà. Non, Lacan n'est pas clair avec les fonctions. Là-dessus, moi je suis clair avec Lacan. De Freud à Lacan. C'est-à-dire que quand Freud dit représentant, c'est une fonction, Lacan dit le représentant. C'est lui qui fait un méli-mélo, qui met les analystes, y compris particulièrement lacaniens, dans la mélasse avec une confusion radicale. Parce que, bon, vous savez, moi j'ai deux fondements de la récursivité. Hein. Le fondement dit imprédicatif, et peut-être un fondement plus exactement récursif. Récursif chez Freud, imprédicatif chez Lacan. Donc, il y a un signifiant, on représente un sujet
pour un autre signifiant. Donc ça c'est un prédicatif. Le fait qu'il faut qu'un signifiant soit déjà en représentance, parce que voilà, ce terme de représenter, c'est pas une Vorstellung, c'est pas une représentation psychologique. Il faut déjà que le signifiant soit en représentance avec un autre qui l'induit pour se faire, afin qu'il en dépende